Un bilan de santé, c'est se considérer, c'est prendre soin de soi-même, c'est quelque chose de très important puisque au bout du compte, même si c'est parfois une piqûre, on se fait quand même plaisir dans le sens qu'on se conforte dans l'idée qu'on est en bonne santé. Un bilan de santé, c'est éviter de tomber malade quelque part, prévenir finalement quelques maladies et c'est bien de le faire tant que justement on n'est pas malade. Parce que quand vous allez être malade, on va chercher des choses, ça va être anormal. Alors que là, le bilan de santé, c'est dans un état normal, de tous les jours. Regardez s'il n'y a pas des signes précurseurs. Ou s'il n'y a pas au fur et à mesure des années. Parce que normalement, un bilan de santé, ça se fait un peu régulièrement, grosso modo une fois par an, quand tout va bien. C'est justement permettre la comparaison d'une année à l'autre. Pour à certains moments voir, tiens, ça, il y a ça qui commence à s'élever. Tiens, il y a ça qui... Voilà. Par exemple, on peut parler, alors, chez les hommes, du fameux dosage de PSA, qui est le truc qui regarde votre prostate. On adore le comparer tous les ans parce qu'au moment où ça commence à s'élever, on se dit « Ah, peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la prostate ». Mais ce qu'on regarde aussi, c'est par exemple le sucre. Ah, tiens, là, pourquoi l'an dernier ça allait, cette année ça ne va pas? Tiens, on va aller vérifier. C'est-à-dire qu'un bilan de santé, pour nous, c'est un bilan un peu général qui regarde le foie, le rein, les facteurs de risque cardiovasculaire, le sang en général avec la numération formule sanguine, parfois une radio des poumons, parfois un électrocardiogramme. Ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est les employés et les salariés, parce qu'il y a une santé au travail qui demande à le faire chaque année. Mais sinon, d'autres qui n'ont pas cette chance-là le font quand même pour eux-mêmes, parce que justement, fait tous les ans, grosso modo c'est la fréquence, sans qu'il y ait eu de signes ou de maladies entre les deux fois, va nous permettre, beaucoup plus tôt, en fait, de faire un dépistage précoce. Tiens, on trouve une anomalie, on va vous en parler et vous dire que peut-être ce serait bien de confirmer ou d'éliminer, parce que parfois les examens qu'on fait permettent d'éliminer la maladie que le bilan de santé nous a peut-être permis d'évoquer. Un bilan de santé, c'est un outil formidable de prise en charge de soi-même pour détecter de façon précoce des maladies assez courantes qui pourraient arriver à tout individu. Alors, on peut en parler aussi en gynécologie. Les échographies, mammographies qu'on demande et les examens gynécologiques qu'on demande, c'est un bilan de santé pour la femme. On parle bien sûr de la prostate chez les hommes, mais je le répète, en fait, le bilan de santé, il regarde. C'est un examen clinique, on prend une tension, on prend des constantes, on prend des choses qui font partie de la vie et de la santé des gens. On ajoute souvent des examens complémentaires, parmi lesquels une prise de sang. Ouais, c'est pas marrant la prise de sang, je l'accorde, mais une fois de plus, foie, rein, facteurs de risque cardiovasculaire, donc tout ce qui est les dyslipidémies, les problèmes de cholestérol, qui sont des maladies en fait qui ne font pas de bruit, qui quand elles s'installent, on ne s'en rend pas compte. Et c'est donc simplement la vérification et la comparaison d'une année à l'autre qui vont nous faire dire de temps en temps « il se passe quelque chose, je vais explorer ». L'amour, ce sentiment qui unit deux personnes peut être mis à rude épreuve par des comportements déplacés. Il est essentiel d'être conscient des attitudes qui peuvent progressivement éroder la complicité et la passion. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en donnent un aperçu. En premier lieu, je vais parler de l'immaturité. Il faudrait que l'homme soit mature, il faudrait que la femme soit mature. Et c'est ça qui nous amène à savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous engager. Ça nous amène à comprendre d'abord l'amour. Étant immature, on ne peut rien. Et si on s'engage étant immature, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les arrangements, c'est que ça va finir par se casser. Il y a l'argent, parce que à voir les filles d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, les filles d'aujourd'hui ne te connaissent même pas. Vous avez des amis et vous allez vous confier à cet ami-là, exposer vos problèmes. Tu sais, ma femme a commencé par faire ceci, elle a commencé par faire cela. Toi, c'est toi qui lui as donné les opportunités de le faire. Moi, je ne fais pas ça. Avec ma famille, je fais ci, je fais ça. Je fais des regrets, je fais sortir des regrets dans ma famille. C'est ce que je dis, c'est ça qui passe. Hein. Si ça ne veut pas se passer là, c'est soumission soit démission. Si l'homme est égoïste, il ne peut jamais reconnaître l'importance de sa compagne. La femme également de son côté, si elle est égoïste, elle ne peut jamais reconnaître l'importance ou bien les efforts
que fournit son homme. Et si la femme est égoïste et puis elle ne veut pas reconnaître l'importance de son homme, elle ne veut pas reconnaître les efforts que son homme est en train de fournir pour que ça marche, c'est que l'homme va se sentir blessé et ça ne peut pas marcher et c'est vice-versa. Comme la femme a vu que son mari a changé de comportement, elle-même aussi va changer de comportement. Tu ne fais plus la vaisselle, les tenues du monsieur, tu ne puisses plus de l'eau à la douche, tu ne fais plus rien. Tu t'es concentré. Dans une relation, il est crucial de prendre en considération les besoins et les désirs de son partenaire. Selon la spécialiste, l'égocentrisme peut créer un déséquilibre. Si l'un des partenaires ne fait pas d'efforts pour comprendre l'autre, cela peut engendrer frustration et ressentiment. Dans le couple, c'est l'élément destructeur. Chacun va de son côté. Lui dit, je suis le chef du foyer. On n'a pas à me faire de reproches et il fait ce qu'il veut. Quand on fait ce qu'on veut dans un couple parce qu'on est le chef du foyer, bonjour les dégâts. Et on va même jusqu'à chacun reste dans son côté. Si chacun reste de son côté, après c'est le divorce qui intervient. Les trains-trains de la vie engendrent le plus souvent le stress qui, lorsque mal canalisé, peut provoquer des tensions inutiles au sein du foyer. Le stress, c'est un virus. Quand ça rentre dans le couple, ça ronge complètement le couple. Parce qu'il n'y a plus d'attention. Chacun pense à ce qui est en train de le stresser. L'homme est tout le temps nerveux. La femme aussi est nerveuse. Et quand il y a la nervosité, quand on ne s'entend plus dans le couple, à cause du stress, vous savez déjà ce que c'est. Donc, nous allons essayer d'enlever ce mot. On devient anxieux, on devient névrosé, on est incapable d'aimer, on ne peut pas se parler. Et à demi-mot, où l'homme essaie d'envoyer un petit sourire à la femme, quand la femme est stressée, elle répond arrogamment. Et puis ça commence. La nervosité amène parfois même les couples à se dire des mots forts, des injures. Le stress amène le couple à s'injurier parfois. Donc, on doit minimiser ça. Pour favoriser une vie de couple épanouie, la coach prodigue quelques conseils. Il faut dialoguer en tout. Il ne faut jamais garder rancune ou se recroqueviller dans un coin quand on est en couple. Il ne faut pas s'enfermer à cause des problèmes. Surtout quand on est en couple, il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers l'autre. Même si l'autre n'est pas trop ouvert, si l'autre n'est pas trop accueillant, il faut essayer d'aller vers lui pour lui montrer qu'on doit dialoguer forcément. S'il y a le dialogue, l'amour et l'attention, je pense que tout peut aller dans le couple. L'amour est comme une fleur qui nécessite soin et attention pour s'épanouir. La prise de conscience des comportements qui peuvent nuire à la vie de couple et l'adoption des stratégies pour y remédier permettront au couple de survivre aux tempêtes. Le président Sissoko Embalo a décidé de reporter les élections compte tenu du fait qu'il n'a pas assez... en fait, l'organisation des élections n'était pas assez, je vais dire, disponible. En fait, il n'y avait pas ce qu'il faut pour organiser les élections comme cela se doit quand il s'agit de la logistique, quand il s'agit de prendre en compte les différentes dissensions politiques, quand il s'agit de faire les échanges politiques nécessaires à une élection qui va déboucher sur la paix, parce que c'est ce qui est très important dans le cadre de l'organisation des élections. On fait en sorte que les élections s'organisent pour que par la suite il y ait une paix donnée. Parce que si dans l'organisation des élections tout n'est pas fait comme cela se doit, que l'on a évolué à la va-vite, nous allons nous retrouver dans une situation
chrysogène après l'organisation de ces élections, quand bien même l'élection a été organisée. Alors aujourd'hui, ce que l'opposition remet en cause, c'est bien évidemment la durée du mandat présidentiel ou la fin du mandat présidentiel. Et il faut dire que la Cour suprême s'est déjà prononcée sur cette question qui est tout à fait légale, hein, entre dans le compte de ce que la justice a déjà défini. Et si l'opposition remet en cause le fait que le mandat du président devait être expiré ou bien devait s'être expiré depuis fin février, il faut dire que ce sont pour des raisons bien sûr politiques, parce que l'opposition se rend compte que c'est dans cette période qu'elle a la possibilité de lever assez d'électeurs pour pouvoir se faire élire. Si le président Umaru Sissoco Embalo a jugé important d'accepter cette mission, c'est que le président Embalo est d'accord pour l'œuvre que cette mission viendra accomplir. Du tout quand même favorable au début pour la mission, mais si par la suite le président a été amené à remettre en cause la nécessité de cette mission, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui s'est produit. Nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est produit, mais ce qui est sûr et ce que nous pouvons dire de façon claire, c'est que la mission de la CEDEAO a certainement outrepassé ses responsabilités, a outrepassé sa feuille de route, sa mission fondamentale du point de vue du président Embalo, qui a dû donc demander que cette mission se retire. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce comportement? Premièrement, nous allons penser à la CEDEAO, parce que la CEDEAO a traversé une crise, ou continue même de traverser une crise assez profonde, marquée par le retrait du Mali, du Burkina Faso, du Niger, la difficulté à communiquer avec le Sénégal sur certains points, les risques de coup d'État et plein de controverses au niveau de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ce comportement du président Embalo remet encore une fois en cause la capacité de la CEDEAO à pouvoir s'impliquer réellement pour résoudre les problèmes d'ordre politique liés à l'organisation des élections ou même au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans les États constituant ses membres. Il a déjà été victime d'une tentative de coup d'État et donc il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une certaine stabilité politique. Quand je dis politique, c'est bien au niveau des partis politiques, au niveau des institutions de la République, pour que par la suite, les élections ne nous remettent pas dans un processus de contestation qui pourrait éventuellement conduire à des situations de coup d'État que nous avons observé dans la sous-région. Et donc aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est le dialogue. Il faut qu'il y ait le dialogue d'abord entre les acteurs politiques de la Guinée et ensuite avec la CEDEAO pour remettre le tapis en ordre et pour essayer de réguler cette crise politique qui est en train de s'annoncer. La crise n'est pas encore présente, mais elle peut très rapidement dégénérer. Et je pense qu'il faut compter sur la sagesse ou la clairvoyance d'esprit de chacun de ces acteurs à pouvoir régler ce problème le plus rapidement possible. Un office religieux à la paroisse catholique Saint-François à Lagos au Nigeria. Sur les fronts des fidèles, des croix sont tracées à la cendre, rappelant le caractère éphémère de la vie. C'était à la faveur du mercredi des cendres.
C'est le début de notre carême de 40 jours. C'est une période où nous nous souvenons des souffrances de notre Seigneur, une période où nous faisons l'aumône et nous jeûnons. C'est plutôt une période de tristesse parce que notre Seigneur a enduré beaucoup de souffrances. C'est donc un temps pour nous de nous en souvenir et d'être avec lui en esprit et en vérité. Des prières exhortent donc à la miséricorde divine. La situation sécuritaire au Nigeria, par exemple, préoccupe les catholiques. Face à l'incertitude et à l'insécurité, nous devons faire appel à Dieu. Si le gouvernement nous abandonne, la société peut le faire aussi, mais Dieu ne nous laissera pas tomber. Comme le dit le psaume 125, verset 1, tous ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable. En ce moment, nous devons donc nous en remettre à Dieu. Il est le seul à pouvoir nous soutenir. Une foi qui permet à ses fidèles de garder le sourire malgré la morosité des temps. L'ONU a exprimé sa grave préoccupation après l'enlèvement d'au moins 130 malades et blessés par les rebelles du M23 à Goma. Selon les Nations Unies, le groupe armé a enlevé 116 patients de l'hôpital CBCA et 15 autres de l'hôpital Hill Africa de leur lit, sous prétexte qu'ils étaient des soldats de l'armée de la RDC ou des membres de la milice pro-gouvernementale. L'ONU rappelle que les hôpitaux doivent être protégés en toutes circonstances et exige le retour immédiat des patients pour qu'ils puissent recevoir leurs soins. Le M23 est entré dans la ville de Goma à la fin du mois de janvier et a depuis réalisé une avancée fulgurante dans l'est du Congo, s'emparant de territoires et accédant à des précieux minéraux. Depuis janvier, environ 7000 personnes ont été tuées dans l'est du pays et près d'un demi-million d'autres se sont retrouvées sans abri après la destruction de 90 camps de déplacés lors des combats, selon le gouvernement. L'Allemagne a annoncé mardi suspendre ses nouvelles aides au développement au Rwanda en raison de l'offensive du groupe M23 dans l'est de la RDC qui, selon l'ONU, est soutenue par des soldats rwandais. Berlin a affirmé condamner fermement les attaques, en particulier la prise des grandes villes de Goma et Bukavu, qu'il a qualifiées de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Le Canada a condamné la présence des forces de défense rwandaises en RDC et leur soutien au M23. Les ministres canadiens affirment que la présence du Rwanda chez son voisin constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays ravagé par des conflits. Fin février, le Royaume-Uni avait pris la même décision que l'Allemagne, évoquant l'appui de l'armée rwandaise aux combattants du M23 qui mènent une offensive dans l'est du Congo. Kigali a répliqué en demandant à Londres de lui verser le solde de l'accord avorté sur l'expulsion de migrants au Rwanda. Umaro Sissoko Embalo a déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle à la suite d'une série de voyages, notamment en Russie, en Azerbaïdjan et en Hongrie. Arrivé au pouvoir après un scrutin controversé en 2020, le président bissau-guinéen promettait en septembre dernier de ne pas briguer un second mandat, conscient que celui-ci alimenterait des remous dans un pays à l'histoire politique très fragile. L'ancien Premier ministre et général de réserve a depuis changé d'avis et assure qu'il remportera le scrutin dès le premier tour. Pour l'opposition, Umaro Sissoko Embalo n'est plus crédible. Son mandat a expiré le 27 février dernier, malgré que la Cour suprême a repoussé l'échéance au 4 septembre et l'élection présidentielle au 30 novembre prochain. C'est dans cette ambiance électrique qu'une délégation de la CEDEAO qui tentait une conciliation s'est vue prier de quitter le pays. C'est une signature qui marque une nouvelle étape dans le conflit qui déchire le Soudan depuis près de 2 ans.
Les forces de soutien rapide et leurs alliés ont signé ce mardi une constitution de transition qui les rapproche de la mise en place d'un gouvernement parallèle. Le nouveau document établit formellement un gouvernement et trace les contours de ce qu'il décrit comme un État fédéral et laïque divisé en 8 régions. Il prévoit une charte des droits fondamentaux donnant aux régions le droit à l'autodétermination si certaines conditions ne sont pas remplies. Il appelle également à la création d'une armée nationale unique dont les signataires constitueraient le noyau. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mardi que 221 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan depuis le début de l'année 2024 à ce jour. L'UNICEF a documenté des cas d'enfants violés lors d'attaques contre des villes dans 9 États du pays. Plus de 30% des enfants victimes de viol étaient des garçons, tandis que les autres étaient des filles. Parmi eux, on compte 16 enfants de moins de 5 ans et 4 nourrissons. Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu'il s'est produit dans 9 États, rien qu'avec ces 221 cas de viol, dans 9 États, dans tout le pays, y compris Guédaref, Kassala, Al-Dezeira, l'État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et 2 des États du Darfour. Et je pense que c'est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu'aucune femme ni aucun enfant n'est en sécurité. Depuis que la guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et ses rivaux paramilitaires, les forces de soutien rapide, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays, des violences sexuelles et des mariages forcés d'enfants des 2 côtés ont été rapportés. La compagnie pétrolière nationale libyenne a annoncé lundi un appel d'offres pour l'exploitation de l'or noir du pays, une première depuis 17 ans. Reste à savoir si les investisseurs étrangers vont se bousculer alors que la Libye peine à retrouver son unité et sa stabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. En août dernier, le pays a perdu 700 000 barils par jour, les exportations ayant été interrompues en raison des rivalités concernant la Banque centrale. La Libye a besoin de 3 à 4 milliards de dollars pour atteindre une production de 1,6 million de barils par jour, selon son ministre du pétrole cité par Reuters. Le pays produit actuellement plus de 1,4 million de barils par jour. Insultant, c'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Lesotho a qualifié mercredi les propos de Donald Trump remettant en cause l'existence de ce pays d'Afrique australe. Le président américain a, dans un discours devant le Congrès, déclaré que personne n'avait entendu parler de ce pays et ne l'avait visité, fustigeant dans la foulée l'aide américaine au Lesotho. 8 millions de dollars pour promouvoir les LGBTQ+. Dans cet État, c'est un gaspillage, a fait savoir le locataire de la Maison-Blanche, engagé dans une politique de coupe budgétaire inédite. Pourtant, en septembre, Elon Musk, un des membres de l'administration Trump, a échangé avec le Premier ministre du Lesotho sur les opportunités d'affaires. Le Lesotho est un pays montagneux d'environ 2 millions d'habitants encerclé par l'Afrique du Sud. Ses autorités ont proposé à Trump de visiter ce pays qui abrite une ambassade américaine. Donald Trump a-t-il consulté son ministre des Affaires étrangères avant ces déclarations? Pas sûr.